Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume, Encre et Plume. Fidèles auditeurs de la B1FM du magazine littéraire et scientifique Encre et Plume, bonne année, belle et radieuse année 2024. Merci de la confiance renouvelée et de votre réelle attention partout dans la ville province de Kinshasa et ailleurs. Quoi de mieux que de commencer la nouvelle année en son premier mois avec les bonnes et vraies informations et surtout éviter de suivre les fausses et mauvaises informations. Pour ce faire, votre magazine a pris le soin de recevoir pour vous une spécialiste des fake news par son œuvre intitulée Balobaki, Ange Kasongo et d'actualité ce soir. Bonsoir Madame Ange Kasongo et bienvenue dans Encre et Plume. Bonsoir. Qui est-elle? Que fait-elle? Place à la biographie de l'auteur. Journaliste, Ange Kasongo est fondatrice du site de fact-checking Balobaki Check. Elle est passée par l'agence France Presse Factuelle en charge du fact-checking en RDC entre 2019 et 2020. Période post-électorale marquée par la circulation de messages de manipulation et fausses informations. Formatrice en journalisme, Ange organise des ateliers en fact-checking à l'intention de journalistes et étudiants en journalisme. Sélectionnée par l'ambassade des États-Unis en RDC en 2022 pour suivre le programme Edward R. Murrow pour journalistes sur la responsabilité des médias à l'ère de la désinformation, Ange Kasongo Adiyé est auteur du récit Les femmes des Pakadjouma, publié en 2019. Elle est co-auteure de l'enquête sur les abus sexuels lors de la riposte Ebola dans l'Est de la République démocratique du Congo, publiée par la Fondation Thomson Reuters en 2021. Encre et Plume avec Katia Devel. Chaque vendredi à partir des 20h et la rediffusion dimanche à 10h15. Encre et Plume sur B1FM. Et à présent que nous connaissons l'autrice, qu'est-ce donc son livre Balobaki et résumé? Écrit par une journaliste rompue aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces livres tentent de revisiter l'usage et l'appropriation de réseaux sociaux par les Congolais pendant la campagne électorale de 2018 en République démocratique du Congo et la montée des fake news pendant la période post-électorale. Objectivant les phénomènes dans un pays où la communication numérique a pris une place prépondérante dans l'espace public, les récits entraînent les lecteurs dans l'urgence et la complexité de la traque journalistique, à l'urgence à l'heure de la désinformation, de la mésinformation et de complots politiques inhérents aux séquences électorales. Voilà son résumé et entamons à présent notre série de questions. Dans sa préface, Colette Braeckman dit « Les réseaux sociaux permettent d'être ainsi dedans et dehors ». C'est donc vous l'auteur, que cela signifie? Je crois que cela signifie que aujourd'hui, à l'heure et à l'ère des réseaux sociaux, on n'a pas nécessairement besoin d'être dans l'endroit ou l'adresse physique où se déroulent les activités, où se déroule un événement. Parce que même si l'on n'est pas, les réseaux sociaux nous permettent de suivre ce qui se passe à distance. Très bien. Nous continuons avec cette question de plus. Président de la RDC depuis 2001, Joseph Kabila ne peut se succéder à lui-même lors des élections en 2018.
le peuple ne parlait qu'une langue et ne jurait que par le départ de Kabila. Pour mettre fin à ces régimes, les opposants, malgré leurs multiples divergences, s'unissent alors pour sortir un candidat commun. Pour une opposition recrutée, incapable de se fédérer, peut-on dire qu'à travers cette action, s'ils avaient réussi à vraiment sortir un candidat commun, sans se désengager par la suite, ils auraient l'ensemble des opposants mis le peuple au premier plan, pensé réellement au peuple en mettant de côté leurs intérêts respectifs? Oui, je crois que dans ce contexte-là, l'union allait vraiment et réellement faire la force pour ne pas aller dans tous les sens qui n'ont pas favorisé le choix des électeurs sur un seul candidat. Si on doit parler de ce contexte de 2018, oui, ça aurait été mieux qu'il n'existe qu'un seul candidat de l'opposition et pas deux. Et ça allait être quelque chose qui aurait marqué l'histoire à jamais. À jamais, je ne sais pas, mais je crois que oui, ça aurait été très important et oui, ça allait changer de ce sempiternel problème qu'on a avec les opposants, qu'on a eu aussi cette année, fin 2023, pour se désigner un seul candidat. Ça allait changer, oui, et donc ça allait marquer l'histoire. Derrière l'écran de smartphone, les internautes trouvent une liberté qu'ils n'ont pas dans la rue. C'est là que se développe une culture démographique encore embryonnaire dans plusieurs États d'Afrique. N'est-il pas temps que les internautes adoptent finalement dans la vraie vie cette liberté de la culture démocratique encore embryonnaire, comme vous le dites, où il est préférable que ça s'arrête au niveau des réseaux sociaux? Ouais, ce serait bien si ça peut se répandre au-delà des réseaux sociaux, mais ça c'est un autre niveau de discussion, c'est la prise de conscience et surtout la connaissance des droits en tant que citoyen. Ce qui fera de la RDC un pays réellement démocrate. On est déjà dans une construction de la démocratie, mais c'est vrai que si on atteint pas seulement en termes de manifestation, mais dans plusieurs autres points, quand on construit, ça va tout doucement avant de pouvoir arriver aux travaux de finissage, si je dois utiliser les mots techniques de l'architecture. Mais je pense que oui, la RDC, dans la construction de la démocratie, on a besoin de voir des actions, mais ces actions sont menées parce que les gens ont compris non seulement leurs droits, mais qu'ils ont aussi pris le courage de prendre des actions concrètes. Sans doute, pour vous, journalistes, vous rêvez vraiment la finition de cette construction de la démocratie? Je pense que ce serait beau à vivre, non? En tant que nation, en tant que peuple. Et ça va vous faciliter la tâche à vos journalistes? Dans quel sens? Dans la récolte des informations. Non, c'est Les gens n'auront plus peur de dire ce qu'ils pensent, en vrai. Un pays comme la RDC ne nous fait pas manquer des informations, mais c'est vrai qu'en tant que citoyenne, par contre, ce serait très beau de voir que nous vivons dans un pays où quand on n'est pas d'accord, par exemple sur il y avait une taxe là autour de la RAM l'année dernière. Qui avait fortement fait rage. Voilà, malgré tout, c'était passé, les gens étaient victimes. Mais si qu'on arrive et que une fois que le président est devenu candidat à sa propre succession, il a avoué que c'était une erreur pendant une des émissions. Mais vous voyez, si on arrive à être un peuple qui arrive à faire changer les choses, parce que on décide non seulement de parler sur les réseaux sociaux, mais aussi de prendre action, d'aller voir les autorités, de solliciter à voir les autorités pour discuter avec eux, pour comprendre les décisions qu'ils s'apprêtent à prendre ou qu'ils ont déjà pris. Ouais, ça changerait quelque chose et ce serait bien en tant que citoyenne de vivre ça. Ne pensez-vous pas que les réseaux sociaux ont un côté plutôt positif, celui de pousser tout internaute à devenir, entre guillemets, informateur, disons, mini-journaliste? C'est positif, les réseaux sociaux. Ça crée de liens. Ça permet aux gens de faire ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire
avant de rencontrer Ange Kassongo, peut-être que vous connaissez sur les réseaux sociaux et que déjà si vous suivez les comptes des réseaux sociaux d'Ange Kassongo, vous savez qu'elle aime la lecture, vous savez qu'elle aime qu'elle suit le football, vous savez qu'elle est une warrior, donc fan de Fally Ipupa, vous savez ça, je ne le savais pas. Oui, donc en fait, c'est ça, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça permet d'avoir une image, un CV culturel, socio-culturel de la personne. Et même pour les jeunes aujourd'hui qui sollicitent du travail, les réseaux sociaux, c'est très important. Ça dépend lequel. Il y a des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un recruteur sérieux d'une organisation sérieuse qui veut vous embaucher et qui entretient avec vous passe d'abord par LinkedIn pour avoir une idée de ce que vous faites, de qui vous êtes avant de vous rencontrer. Donc oui, les réseaux sociaux sont en fait, c'est une médaille à deux faces, mais ça dépend comment vous utilisez pour pouvoir gagner quelque chose de positif pour vous et peut-être pour votre communauté aussi. Qu'est-ce que donc la création d'informations à l'ère numérique a comme conséquence ou retombée sur l'aspect sécurité? C'est vrai que aujourd'hui, dans notre pays, nous avons la loi, le code du numérique, qui n'est pas encore très bien vulgarisé, parce que je doute fort que toute la communauté soit consciente que aujourd'hui on peut vous arrêter, on peut vous traîner en justice parce que vous avez diffusé une fausse information qu'ils appellent faux bruit dans le code du numérique. Et donc je crois que c'est très important aujourd'hui d'être sensibilisé et d'essayer de comprendre ce que ces codes disent concrètement, parce que ça concerne pas seulement les journalistes, mais les citoyens en général. Et même les journalistes, on pense qu'on ne devrait pas être impliqué dans cette loi parce que nous avons aussi la loi de la presse. Et ça, je referme rapidement cette parenthèse. Mais aujourd'hui, l'attitude que nous avons face à une information que nous recevons d'un internaute, d'un ami sur les réseaux sociaux, ne devrait pas être objet à un partage, à une diffusion automatiquement une fois qu'on l'a reçu. La question importante pour moi, lorsque je sensibilise et lorsque je parle de la désinformation, c'est quelle est l'attitude que vous avez lorsque vous recevez une information. Donc cette attitude devrait vous inspirer et vous faire réfléchir par deux fois aujourd'hui, parce qu'on peut vous arrêter pour avoir diffusé une fausse information. C'est très important de lire la loi du code du numérique, surtout l'article 360. Mais est-ce à la portée de tous les Congolais, de tous les internautes, cette loi? Mais c'est un texte légal de notre pays maintenant. Tout comme on sait qu'on peut vous traîner en justice par rapport au code pénal, donc il faut le lire par rapport à la Constitution, par rapport, on a vu les débats pendant la période électorale sur la loi électorale. Il y a certains articles de la loi électorale qui n'ont pas été respectés ou qui ont été interprétés différemment, que ce soit différemment par les parties prenantes, pour ne pas citer nommément. Donc voilà, on a aujourd'hui aussi cette loi du numérique. Et donc c'est très important. À tous ceux qui nous trouvent en chemin, vous êtes sur la 87.8 Liwan FM. Vous suivez Entre Plumes avec comme invité Ange Kassongo pour son œuvre titrée Balobaki. Nous poursuivons avec cette question de plus. Faut-il revoir la formation journalistique à l'ère du numérique en RDC?
Je sais pas ce qui a changé depuis 2012. Moi, je suis sortie de l'école fin 2012 à l'IFASIC. Donc, je sais pas si aujourd'hui la formation des journalistes s'adapte aux nouveaux médias. Vous savez, notre métier, il faut se renouveler. Hein. Le journalisme, c'est un métier qui évolue. Et c'est pour ça que le journaliste lui-même est appelé à se former, à se renouveler dans sa façon de travailler. Et ça, c'est pas seulement de manière théorique, mais aussi technique. Et donc, je pense que les écoles de journalisme, que ce soit en RDC ou dans le monde, essayent de suivre un peu les différentes évolutions. À l'époque, en 2012, je crois que les médias en ligne commençaient à débuter tout doucement. À naître. Ouais. Je me rappelle avoir lancé un média qui s'appelait Holy Mag. Voilà, pour le plaisir, pendant quelques mois, pour tester un peu mon envie à faire le web. Et aujourd'hui, on compte des centaines, des milliers de sites internet. Donc, est-ce que, vous savez, la manière dont on écrit sur les réseaux sociaux, c'est pas la même manière qu'on écrit dans le quotidien, les newspapers. Et ce qui veut dire que sur Internet, il faut être conscient que les internautes ont pas mal de choix, pas mal de propositions. Et donc, il suffit que l'article, l'information ne soit pas accrocheur, l'internaute peut zapper tout de suite et aller cliquer sur un autre site d'information. Donc, le temps change. La même histoire doit être racontée différemment. Mais ça, c'est la partie théorique. La partie technique, c'est aux écoles aussi de mettre les moyens matériel pour que les étudiants qui sortent aujourd'hui d'école de journalisme soient en mesure à la fois de faire de la vidéo, de faire de la radio, de faire du texte, de faire la photo, pourquoi pas, mais pas seulement théoriquement, mais qu'on apprenne vraiment les étudiants à faire ça. C'est-à-dire qu'il y ait des cours techniques, quoi. Parce que la demande aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on bouffe sur Internet aujourd'hui? Les gens sont hyper connectés sur leur smartphone. Donc, ils sont demandeurs de la vidéo, que ce soit une courte vidéo ou une longue vidéo. Les gens suivent la vidéo. Est-ce que les écoles apprennent aux étudiants à faire du montage? Je sais pas. Donc, oui, il y a un besoin et il faut que les écoles répondent à ça. Et il faut aussi se former soi-même. Donc ça, c'est pas pour encourager les jeunes journalistes à être totalement dépendants des écoles. Il faut se former soi-même. C'est lent, sa passion, mais c'est lent aussi le réalisme, parce que le journalisme, c'est un métier précaire, comme on dit. On fait pas de journalisme pour devenir riche. Le journalisme, c'est difficile en fait. Nos médias ne sont pas totalement structurés. Il n'y a pas de subvention de l'État. Donc, ce qui dit que les journalistes sont pas si bien payés que ça. Et donc, en même temps, il y a beaucoup de gens qui veulent continuer à faire du journalisme. Donc, pour être à jour, il faut être polyvalente. Et pour être polyvalente, il faut dire, moi, je sais écrire, mais je sais aussi faire la photo, je sais aussi faire l'audio, je sais aussi faire le montage. Quel est votre cas? Oui, c'est mon cas. Je sais faire du montage avec avec Adobe Premiere, montage vidéo. Je sais faire du montage audio. J'ai fait multimédia en fait comme spécialisation. Donc qui dit multimédia, c'est tous les médias. Et je sais écrire pour le web, je sais écrire pour la newspaper. Mais vous avez fini en journaliste politique intérieur ou extérieur? Extérieur. J'ai fait politique extérieure à l'IFASIC fin 2012 avant d'aller me challenger ailleurs pour apprendre autre chose. Super. Alors, devons-nous craindre les réseaux sociaux? On sait qu'ils deviennent une force à part entière ou même un cinquième pouvoir? Ouais, les réseaux sociaux, c'est un pouvoir. Vous savez, en 2019, pour fêter l'an 1 de la coalition à l'époque, FCC et Cash, les autorités s'apprêtaient à dépenser autour de 6 millions de dollars
pouvez retrouver ça sur les médias. Et ça avait fait mais du bruit énormément sur les réseaux sociaux. Je vous jure que ça n'avait plus été le cas. Donc c'est vous dire à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux sont une force. Pendant la campagne électorale, Non négligeable. ah non, pas du tout. Pendant la campagne électorale, nous avons vu des vidéos circuler montrant Moïse Katumbi qui avait du mal, qui disait avoir du mal à sortir de chez lui parce que sa résidence était entourée par les forces de l'ordre. Ça a tourné quelques heures sur les réseaux sociaux et le gouverneur du Haut-Katanga a dû faire un tweet. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Je pense pas que 10 ans avant, ça aurait été le cas. Carrément. C'est drôle, mais les scénarios du film de Sylvester Stallone dans Creed 2 est le même avec Félix et Rocky. Mais quelle imagination! Vous l'avez eu où celle-là? J'ai suivi les films. Ouais, c'est inspirant. C'est que les films, c'est vrai que les films, quand on suit, on reste sur l'histoire du film, mais on peut sortir aussi sur l'histoire pour nous être inspiré par rapport soit aux différents scénarios, mais que la leçon aussi derrière. Vous savez, à la fin du film, Sylvester Stallone va frapper finalement à la porte de son fils, mais qu'il n'avait pas revu, je pense, depuis des années, et qu'il se rend compte qu'il est même grand-père. Et donc ça m'avait un peu fait réfléchir, quoi. Et c'était investi pendant tout le long du film pour accompagner ce catcheur. Quelque part, c'était aussi un manque, l'absence de son fils. Mais pourquoi on nous montre à la fin du film ce contact qui décide finalement de renouer? Donc ouais. J'ai comparé ça, je pense, dans le livre par rapport à Vital Kamere, je crois. Hein. Vital Kamere, Félix Tshisekedi. C'est très drôle et ironique cette partie de votre livre. Bah ouais, Vital Kamere, il joue toujours des rôles. Faut pas en dire plus, on va inviter les auditeurs à se procurer ce livre. Merci. Vous critiquez de façon générale la campagne électorale en RDC en disant qu'il manque à la campagne des verbes forts, patriotiques, prononcés, non pas avec légèreté. Les candidats et leur équipe sont plus dans la guerre des fous. Et moi, je complète dans la guerre d'images et vidéos, car selon eux, les images parlent plus que le mot. La preuve, vous avez tweeté le plan d'action de programme de 2 candidats respectifs, sans que ça ait beaucoup d'impact à la différence si c'était les images ou vidéos. Devons-nous dire que l'intérêt sur les réseaux sociaux ne sont que les images et la phrase « les images parlent plus que le mot » a toute sa place? Oui, les images jouent un rôle très important, et parce qu'aujourd'hui les gens veulent voir. Je sais pas si c'est l'influence du temps. Est-ce que les gens ont moins de temps ou je ne sais pas. Mais les images ont toujours eu une grande force aussi. Il n'en reste pas moins que les mots sont très importants. Mon livre parle essentiellement de la campagne de 2018. C'est vrai que en ayant suivi les différentes prises de parole de candidats, oui, je restais beaucoup sur ma faim. Lors de la dernière campagne, Denis Mukwege nous a quand même bien nourris intellectuellement et en termes de propositions aussi qui étaient bien détaillées. Il y avait moins de discours politiques populistes, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait vraiment des propositions concrètes. Et c'est ça aussi. C'est en fait. Il y a plusieurs candidats à la course. En 2018. En fait, il y a des propositions, mais on tourne beaucoup sur la politique politicienne ou sur des promesses finalement qu'on ne tient pas. Voyez. Donc oui, c'est un moment tous les 5 ans où on a envie de rêver aussi un peu quoi sur ce que pense vraiment ce candidat sur le pays, sa vision sur le pays. Ouais, on a envie de découvrir le tréfonds de chacun quoi. Et donc quand ça manque, ouais, il y a une branche de la communauté qui a le droit de se désoler et j'en suis de demander ouais. plus. Ouais, de demander plus.
Ouais. Alors ça, je pense que vous l'avez dit un peu plus tôt, les réseaux sociaux se positionnent de plus en plus comme une banque de données qui peut servir de source d'information pour des générations futures. C'est plutôt une bonne chose, ne trouvez-vous pas? C'est une bonne chose. Ça dépend. Ça dépend. Une femme qui est exposée, mise à nu sur les réseaux sociaux, parce que un internaute ou un ancien amant décide de détruire sa réputation, c'est une information malveillante qui n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a différents types d'informations. Ça peut être la désinformation, qui est une information qui a comme destination de nuire, de détruire soit un adversaire politique ou une communauté. C'est ça le fake news, la désinformation. On a la mésinformation qui est diffusée aussi pour nuire, sauf que la personne qui diffuse la mésinformation est différente de celle qui diffuse la désinformation. Celle qui diffuse la mésinformation n'est pas vraiment initiée ni informée sur le sujet. Donc, ce qui fait que son manque de connaissances ou d'informations peut excuser pourquoi la personne décide de partager une information. Mais il y a l'information malveillante. L'information malveillante, elle est diffusée juste pour... en fait, souvent on voit ça pendant des crises politiques. On sort du sujet principal, factuel, qui fait l'objet d'un débat politique, on rentre dans la vie privée d'une personne. Et c'est ça l'information malveillante. Est-ce que pour détruire politiquement un adversaire, on a besoin de rentrer dans sa vie privée et de montrer, voilà. Et ça, c'est l'information malveillante. Et comme banque des données, c'est là où je dis que c'est différent et c'est compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à se projeter, disons, dans 10 ans, cette personne aura des enfants qui vont grandir. Par exemple, l'épisode de Mike Kalamba et son épouse. Imaginez dans 10 ans, ces enfants-là, c'est leurs enfants qui grandissent et qui vont sur Google mener des recherches qui tombent. Voilà, c'est la partie très négative d'Internet comme banque de données. C'est pour ça que c'est très important d'y veiller à ce qu'on met sur Internet, veiller à ce que les autres mettent aussi sur Internet par rapport à nous. Ça dépend des ambitions des uns et des autres, mais comme banque des données, c'est quand même très très compliqué, mais très important à suivre et à veiller. Ouais. Très bien. On a l'impression que la plupart du temps, des fake news accrochent plus que la vraie information elle-même. Pourquoi? Est-ce parce qu'il est lancé en premier? Et même, on peut le dire dans vos écrits, vous dites, informer sur des fake news, même en y emportant la bonne information, c'est les mettre davantage en avant. Que faut-il faire dans ces cas? Alors, je le dis dans le livre, je crois, en citant un secrétaire de rédaction d'un média qui, à l'époque, me disait, bah oui, moi, la désinformation ne m'intéresse pas parce que c'est juste mettre en avant une fausse information qu'on peut déconstruire. Je le cite parce que moi je ne suis pas de cet avis. C'est vrai que c'est scientifiquement prouvé, les études le montrent, qu'une désinformation circule plus vite que la bonne information. Oui, il y a peut-être la raison du fait que c'est parce que c'est la première information qui est diffusée et que les gens l'ont déjà consommée, et que le fact-checking, qui veut dire la vérification de faits, qui va venir derrière, ça sera moyennement partagé, mais il n'en reste moins qu'il faut continuer la sensibilisation et la vulgarisation, surtout quand c'est une information qui peut susciter une crise, qui peut susciter une guerre entre communautés. J'ai parlé précédemment de la désinformation, la mésinformation, l'information malveillante, mais aussi les discours de haine. Le hate speech, c'est ce que nous avons vécu pendant la dernière campagne électorale. C'est dire que ces discours de haine incitent à la violence. Ce sont des discours qui exposent l'autre, incitent à la violence et qui ciblent une communauté précise. Ça peut être une communauté ethnique, tout comme ça peut être un groupe religieux, tout comme ça peut être
une organisation. Donc là, ça devient très dangereux parce que lorsque les acteurs, que ce soit politiques ou les influenceurs, prennent la parole pour inciter à la violence, ce qui a comme conséquence, il faut suivre ça parce que ça peut détruire des vies. Nous avons vu pendant la campagne électorale de 2023 beaucoup de discours de haine entre la communauté katangaise et la communauté kassaïenne, entre les communautés Lendu et Lema en Ituri. Donc ça, ce sont des discours très dangereux et j'ai publié une analyse récemment pour rappeler que c'était aussi au garant de la nation, notre chef d'État, de donner le temps. Il a lancé déjà une phrase lors de son discours en disant son discours très spontané quand il a été élu, que son mandat sera un mandat d'ouverture et qu'il va travailler, il est le Congolais de tout le monde. Il l'a rappelé. Et je pense qu'après une campagne électorale, c'est important d'avoir ce message-là et qui doit être suivi des actions afin d'appeler à la cohésion nationale. Voilà. Ouais. Encre et plume avec Katia Dovel. Chaque vendredi à partir des 20h et la rediffusion dimanche à 10h15. Encre et plume sur P1 FM. Chers auditeurs, nous chitons déjà, mais avant, on aimerait savoir, peut-on dire, cher auteur, que Balobaki est une chronique d'un pays en crise? Oui. C'est bien le cas? Oui. Tout simplement. Ouais, à la base, chronique en crise, parce que nous sortions des années Kabila, c'est quand même 18 ans, c'est beaucoup, et qui a été marqué par beaucoup de crises, beaucoup de dialogues, mais beaucoup de morts aussi. Et donc, on part de cette crise pour l'organisation des élections. Et oui, il y a le mot crise à sa place. Étiez-vous peiné d'écrire Balobaki? Non, par contre, j'étais très, inspirée. En fait, les réseaux sociaux me fournissaient beaucoup d'informations. Votre banque de données? Oui, beaucoup d'informations. Et Balobaki, comme le dit la démocratie congolaise à l'heure des réseaux sociaux, des fake news et de la manipulation, et résume ce que l'on vit actuellement dans tous les secteurs. Donc c'est ma part pour apporter, enrichir le débat public, mais aussi pour sensibiliser la communauté sur les méfaits de la désinformation, en tant qu'acteur social. C'est ça la part d'un journaliste comme acteur social, d'éclairer l'opinion. Et je pense que c'est ce que je fais. C'est aussi l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, c'est de pouvoir expliquer à la communauté la fabrique de l'information, afin qu'elle se familiarise aussi un peu avec notre façon de travailler. Très bien. Alors, aujourd'hui, Ange Kasongo est-elle fière de savoir que son livre va énormément contribuer dans la recherche scientifique, notamment de jeunes chercheurs universitaires? Fière, je sais pas si c'est à moi de dire que je suis fière, mais c'est très encourageant d'avoir entendu des éminents professeurs comme le professeur Ekambo, Jean Chrétien ou le professeur Piantana nous dire à quel point ce livre contribuait à nourrir la réflexion sur ces genres de thématiques dans notre pays. Mais le mot fier ne vous revient pas de le dire. Je pense que c'est pas à moi de dire fier, ouais. Très bien. Alors, Madame Ange Kasongo, Encre et plume vous remercie de votre disponibilité et vous dit bravo pour cette œuvre de qualité, Balobaki. Merci beaucoup. À propos, il revient à combien et où sont procurés? Le livre revient à $20. Et il est disponible à la petite librairie de Rotana sur Sosimat. Mais je préviens que le stock est fini. En même temps, je profite pour remercier le
les 100 premiers, pour dire plus de 100 personnes qui ont acheté le livre en un mois et qui ont permis que le premier stock soit épuisé. Si vite. Oui, si vite. Je pense que la période s'y prêtait bien. Et le livre sera donc normalement est disponible à la petite librairie de Rotana sur Sosimat. Et je crois que les nouveaux stocks vont arriver très vite. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de ces numéros. Merci de votre réelle attention, chers auditeurs. Restez branchés sur la meilleure des fréquences, la 87.8 B1 FM. Suivez-nous sur nos pages réseaux sociaux Encre Plume, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Contactez-nous sur le 081 97 56 972. Le 081 97 56 972. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain. Encre Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre Plume. Encre Plume.